Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de retrouver les fidèles de ce webinaire d'actualité. Je salue les nouveaux participants puisque nous en avons à chaque fois qui viennent découvrir et qui, j'espère, trouvent ensuite un intérêt à rester dans cette communauté d'échange, hein, ce webinaire. Next, s'il vous plaît, Léo. Ce webinaire, voilà, il a pour but d'essayer de partir de l'actualité en sélectionnant les points qui nous semblent forts, qui nous semblent pouvoir avoir un suivi et sur lesquels on peut se pencher, on peut discuter, on peut débattre, savoir ce qu'ils vont avoir pour conséquences pour les uns et les autres, en triant à la fois ce qui est de l'ordre du macro, de l'ordre de la régulation et de l'ordre des initiatives dans le monde de l'entreprise. En gros, ce sont ces points-là qu'on essaie de regarder. Et je laisse ensuite à nos deux invités à chaque fois, à nos deux experts, le soin à la fois de challenger ce que l'on a pu ressortir comme tendance de fond intéressante. Et donc, ils nous apportent leur éclairage, mais ils ont aussi des raisons d'intervenir, c'est qu'ils ont été dans l'actualité eux-mêmes des intervenants importants. Donc, j'accueillerai tout à l'heure, après cette actualité, nos deux invités, nos deux experts. En premier, pardon, Catherine, mais Julien interviendra d'abord dans la foulée, dans le prolongement du rapport sur l'état du reporting en France, fait comme les années précédentes pour le MEDEF avec EY. Julien Rival, associé en charge du développement durable chez Deloitte, va pouvoir donc, à partir de cette étude, élargir la réflexion sur tous les chantiers du reporting, là où ils en sont et les points de préoccupation qu'ils suscitent. Et nous demanderons ensuite, à peu près 20 minutes après, à Catherine Puiseux, qui a une très grande expérience opérationnelle dans ce domaine, en France d'une part à travers TF1, en Afrique d'autre part, de nous donner un peu ce qu'est sa spécialité à l'appui du rapport auquel elle a contribué sur les collectifs salariés, sur la préemption en cours par le personnel, les salariés de l'entreprise de ces sujets. Il y a une tendance de fond qui montre une envie des salariés de participer mieux aux politiques RSE. Voilà, donc je les en remercie et je commence tout de suite en plongeant dans l'actualité du moment qui est extrêmement lourde. Hein. On est sur des sujets de très grande importance. On n'est pas sur des sujets. Donc, on va revenir sur le titre, s'il vous plaît. Voilà, merci. Donc, ce que j'appelle aujourd'hui le décalage priorité de court terme, préoccupation de long terme, les deux se recoupent en ce moment. On est sur des sujets de fond qui sont issus évidemment de la guerre en cours qui modifie totalement la donne énergétique, l'arrivée de la COP27 qui est évidemment télescopée par ça, et les modifications, notamment en Europe, de tout notre mix énergétique qui nous amène à prendre des décisions autour de ce mot très refondateur des choses, qui accélère, qui est la sobriété. Alors, pour avancer sur cette vision un peu macro, j'attire votre attention sur quelques points. Bon, dans la perspective de la COP27 bientôt, soutenue par Coca-Cola, tout le monde le sait, mais ce n'est pas sans intérêt de le rappeler, on a évidemment une tension qui est violente aujourd'hui de façon géopolitique entre les pays, on va dire les pays développés et les pays émergents, notamment sur la question annoncée par le président de la COP et qui parlait des Nations Unies, sur le financement des pertes et préjudices. Vous savez, c'est tout l'argent, le transfert de fonds qui doit se faire au profit des pays qui ont des mesures à prendre pour appliquer leurs propres mécanismes. Et donc, il y a là aujourd'hui une donne qui est redistribuée parce que le Nord ne veut pas payer tellement et préférerait que ce soit des politiques structurelles qui se mettent en place. Donc là, on a un sujet important. Pardon. Alors, le contexte, c'est quand même qu'on n'a pas beaucoup progressé sur les émissions de carbone, que le prix plafond pour le gaz qui essaie de se mettre en place en ce moment en Europe, vous avez vu
les discussions en cours en ce moment. C'est une décision extrêmement importante puisqu'on essaie de faire bouger les formations de prix là-dessus. Elle s'appuie aussi sur une stratégie qui est nouvelle, mais qui est de l'ordre de cette problématique durable de péréquation. Hein, c'est de dire il y a des effets d'aubaine, il faut les récupérer et les transférer à ceux qui ont des difficultés. Alors, dans ce débat-là, vous avez noté du reste que le secrétaire général des Nations Unies a dit qu'il faut y aller, il faut financer la transition sur les riches, que la BCE, à travers son économiste en chef, a aussi poussé dans ce sens, rejoint par le PDG de Shell. Donc c'est intéressant de voir ce débat sur on prend à ceux qui tirent profit de la situation pour aider ceux qui en souffrent, est en train de rallier des acteurs extrêmement différents ici et là, et probablement de faire bouger les choses. Comme quoi, on peut dire un peu, entre guillemets, la crise a du bon, mais la transition juste, ben, elle se cherche et il faut qu'elle se trouve sur cette ligne-là en ce moment. Alors, ça, c'est, disons, notre contexte qui est en train de se faire, mais on craint évidemment, si on est forcé d'accélérer sur le changement du mix, qu'il y ait des effets de désindustrialisation, des effets de récession, et vous voyez bien que ça présage de ce qui pourra se passer lorsqu'on aura des politiques plus intenses contre le réchauffement climatique. Finalement, eh ben, il faudra que les sociétés suivent. Alors, next, on va voir dans le suivi que, en fait, derrière ces initiatives, ben, il se passe des transformations intéressantes. Alors, on avance là-dessus. C'est en fait la plus intéressante que je voudrais faire avancer, c'est celle qui est autour de, je ne l'ai pas reprise, mais vous l'avez à l'esprit, du plan de sobriété du gouvernement français, mais qui dans d'autres pays aussi très intense, et qui fait que, eh ben, on est rentré dans une société durable, déjà un peu plus de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il faut que les particuliers et les entreprises, aujourd'hui, changent leur comportement et qu'on supprime les gaspillages et qu'on fasse de l'économie de ressources, pas simplement d'énergie, un nouveau critère de nos vies. Et là, c'est vraiment très, très fondamental ce qui se passe. Bon. Les sociétés européennes sont en train plutôt d'aller dans ce sens, de le suivre, d'adhérer. Finalement, on a adhéré aux contraintes Covid. On va peut-être adhérer aux contraintes sobriété, probablement sans trop de difficultés. Après, évidemment, il faudra gérer les implications. Vous avez noté donc quand même sur les chantiers de fond, j'en cite quelques-uns. Le cri d'alarme quand même de la Cour des comptes qui considère que la politique des déchets en France, il faut qu'elle bouge énormément et aller vers la tarification incitative. Ça, c'est intéressant. L'arrêt de la Cour d'appel sur l'affaire France Télécom, elle est très importante parce elle fonde le fait qu'une politique sociale aujourd'hui, ou non sociale, ou une politique industrielle, peut créer du harcèlement institutionnalisé. Je ne développe pas, mais c'est un sujet évidemment très fort de ce point de vue-là. J'attire l'attention sur les décisions dans le secteur aérien qui se précisent. Le secteur aérien est très préoccupé, évidemment. Je parlerai tout à l'heure des positions du président d'ADP. Et là, il s'organise, je le note, et dans le bâtiment, où on a où le gouvernement a agréé le fameux éco-organisme sur les matériaux, mais c'est à travers le plan bâtiment durable et le CSTB là, qu'une nouvelle feuille de route a été relancée, et c'est bien, comme quoi, bon, voilà, ces chantiers avancent, se font à côté des grandes transformations en cours. Alors, on peut néanmoins, dans l'actualité, soulever quelques réflexions qui sont en cours et qui, celles-là, posent pas mal de questions. Ce sont un peu nos dilemmes. Alors, j'en cite quelques-uns. Moi, j'ai retenu particulièrement, j'ai trouvé le papier très intéressant de mes amis Augustin Landier et David Temar, qui sont professeurs tous les deux d'économie, sur en fait l'évolution du commerce mondial, considérant que finalement, là, c'est pour des libéraux comme ils sont, un aveu que ben, les entreprises, il faut qu'elles se raccrochent à leur pays d'origine, en réalité. Bon. Et elles ont des valeurs. Donc,
curieusement, là, vous avez un discours qui rentre dans le monde un peu libéral académique pour dire « Ah ben oui, on avait peut-être oublié ces notions-là. » Ben oui. La mission RSE au Sénat, bon, elle fait un peu un retour sur les positions un peu corporatistes. Bon, je la cite, c'est intéressant, mais un peu en arrière. Et également, je ne peux pas m'empêcher, alors là, de citer l'initiative qu'a prise le MEDEF de célébrer les 50 ans du discours d'Antoine Riboud sur le double projet, 1972, alors que le MEDEF, dans toutes ses positions sur ces sujets, a souvent été très en arrière. Donc, il y a là un paradoxe qu'on ne peut pas s'empêcher de noter. Les positions du responsable de toutes ces questions ESG à l'AMF, Thierry Philippona, qui sont très intéressantes parce qu'il demande à ce qu'on avance dans l'engagement actionnarial, que vraiment on donne plus de force aux objectifs climatiques et plus de suivi pour qu'on ne se contente pas de faire, et Julien Rival s'y reviendra tout à l'heure, simplement de la transparence, on aille au-delà. Deux polémiques de présidents d'entreprise que j'ai retenues. L'une, c'est le patron d'ADP, donc Augustin de Romanet, qui évidemment aujourd'hui navigue entre les contraintes durables qu'il veut pousser et en même temps le soutien à l'aérien, dont il est un acteur important. Bon, et il essaie de dire qu'il faut faire plutôt du mieux aérien que du plus ou du moins. Bon, voilà, le débat existe. Et le PDG de Thales s'est plaint que finalement dans la taxonomie n'avait pas retenu les industries de défense. Bon, c'est effectivement un sujet, mais il lui avait été répondu d'abord que ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans la taxonomie que pour autant on ne trouvera pas à se financer. Mais la défense est-elle durable? Au débat. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est la coalition que Candriam Asset Management a poussée, qui consiste à dire on ne fait pas du financement de la reconnaissance faciale, donc dans le domaine de la tech, si les débats éthiques n'ont pas été éclaircis avant. Je veux dire qu'il n'y a pas souvent dans les innovations des démarches de ce type, consiste à dire à quoi on sert, qu'est-ce qu'on fait ne fait pas, et après, on y va. Donc, c'est vraiment éminemment intéressant. Alors, on avance dans le Next, s'il vous plaît. Voilà. Alors, du côté des entreprises maintenant, je voudrais signaler quelques initiatives sur ce chemin de la durabilité. Alors, il y a donc quelques-unes que j'ai retenues. Dans le secteur un peu des controverses, c'est très intéressant de voir que Nespresso, qui s'est fait complètement doubler sur son point faible, qui sont les petites dosettes d'aluminium, bon, par des gens qui maintenant le font de manière bio et dégradable, lance une communication autour de l'origine et tout, mais un dossier qui apparaissait un peu à l'origine comme un dossier un peu leader devient un dossier aujourd'hui qui est considéré comme pas suffisant. Bon, c'est intéressant. J'ai trouvé que les critiques qui étaient venues au secours de l'autorité de la concurrence sur l'affaire TF1-M6, peut-être que Catherine en dira un mot, sont intéressantes sur le thème. Ah oui, mais OK, il y avait là deux entreprises qui poussaient leurs intérêts, mais l'intérêt social, mais l'intérêt collectif, de ce point de vue-là, il est où? On n'avait pas l'impression, et c'est apparu dans le débat, que finalement les entreprises là poussaient très bien une utilité, bon, à le faire au-delà de leurs propres intérêts. Le secteur donc c'est le cas des énergies renouvelables, aujourd'hui est très poussé par la loi qui existe, très soutenue. Il a avancé un peu en cow-boy dans beaucoup de cas. Là, aujourd'hui, maintenant, il y a un peu un rattrapage qui essaie de se faire. Donc, c'est intéressant de voir que finalement, là, les professionnels, ils n'ont pas su tout à fait gérer, en tout cas, les relations parties prenantes et d'autres. Voilà. J'ai noté aussi, pour information, qu'on voit pas mal de banques acheter à des tiers experts leur méthodologie ESG. C'est assez étonnant. Bon, voilà, alors, dans les initiatives de qualité intéressantes que j'ai soutenues, il y a eu la volonté totale d'être clair sur l'Ouganda, mais les ONG ont répondu là-dessus et
Bon, l'entreprise fait un effort d'explication, mais le débat reste sur avantages-inconvénients, reste ce qu'il est. Bon, vous noterez que l'Arabie saoudite a fait des obligations vertes. C'est nouveau, c'est intéressant. Alors, très intéressante démarche de Michelin sur Clermont, qui au lieu qui sort des discussions, est-ce qu'il faut qu'on reste en province, ceci, cela et tout. Non, on dit, on est là depuis toujours et on va développer en partenariat plus que jamais dans des tendances technologiques, avec des innovations durables, ce site, avec le territoire. Donc, une démarche qui est assez pionnière là-dessus. BNP Paribas qui a répondu, et c'est bien de répondre aux démarches de classement de Reclaim Finance sur les questions de financement fossile et qui argumente pourquoi ils sont dans les catégories en transition de la taxonomie et pas simplement sur la catégorie des activités durables pures. Et très belle initiative aussi de plusieurs banques en faveur de Sustainable Steel, c'est-à-dire d'un acier durable qui essaye de poser les principes d'investissement dans l'acier qui va s'aligner sur l'accord de Paris. Voilà. Donc, il y a des choses qui avancent et qui se font. Et donc, je voudrais un peu maintenant terminer et conclure en vous rappelant l'étude de Covalis, parce que c'est la première étude mondiale aujourd'hui la plus large, la plus importante sur l'état des lieux des pratiques d'achat d'une part, mais des pratiques des fournisseurs en matière de respect de l'ensemble des normes RSE qui sont pris en compte dans l'étude 360 de Covadis. Alors, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à une moyenne, on sent un progrès général, donc en France notamment, en Europe notamment. Donc, de ce point de vue-là, il y a des tendances qui sont de progrès. Alors, c'est incontestablement le fruit d'une mobilisation ici et là, parce que plus on note, et normalement, on ne devrait pas avoir une tendance mécanique aussi forte, mais elle est là. Donc, on va dire que, c'est moins vrai en Asie qu'ailleurs, mais on va dire donc que finalement, il y a un effet d'entraînement qui est en train de se produire, même si on est encore à des niveaux qui appellent la discussion et qui, sur certains points, vous verrez dans l'étude, sont plus forts que d'autres. Voilà. Donc, après cette revue, je voudrais quand même vous signaler, donc maintenant, next, je voudrais vous signaler des publications, comme je le fais, qui sont intéressantes. Celle de sociologue Jérôme Batou, elle montre que finalement, dans la transformation en cours, sobriété, changement de mixte, nouveaux modes de travail, nouveaux modes de consommation, eh bien, il y a aussi nouveaux modes de localisation et que beaucoup de personnes aujourd'hui pensent que le modèle provincial, comme ils l'appellent, est plus intéressant que le modèle des grandes métropoles. Le rapport, Catherine va nous en parler, de MR21, qui est une communauté d'acteurs durables que nous connaissons bien ici, sur les collectifs salariés, et un livre que j'ai trouvé très bon, Rethinking, de la part d'un Goldenick, qui est un auteur américain, qui aujourd'hui fait un point assez avancé, et le rapport de l'OCDE sur la finance, la transition. Voilà, c'est des documents que je vous conseille, que vous recevrez avec ce fichier. Enfin, donc, next, s'il vous plaît. Donc, voilà, je voudrais maintenant, au vu de ce que j'ai essayé de porter à votre attention, de demander maintenant à deux experts un peu de commenter cette actualité qui montre que la transformation durable est à l'œuvre, et elle l'est vraiment aujourd'hui de façon importante, avec plutôt, encore une fois, dans nos sociétés, en tout cas européennes et démocratiques, un suivi, un acquiescement d'une large population, pour autant qu'on le fasse avec des répartitions et avec une justice qui semble suffisante. Je voudrais demander à Julien Rival et à Catherine Puiseux de réagir, chacun dans leur domaine. Alors, je vais leur poser deux questions. J'aimerais que Julien, au vu de l'étude qu'il a présentée, sur les pratiques de reporting, nous dise s'il n'y a pas plus aujourd'hui, de la part des entreprises, un souci que j'appellerais de formalisme,
plutôt que des stratégies de progrès qui sont assez lisibles. Et puis, la façon dont tout ce qui se passe dans le chantier EFRAG, CSRD, qu'on appelle les ESRS, n'est pas parti de manière un peu trop compliquée, puisqu'on sent quand même un peu beaucoup de réactions inquiètes ici et là. Voilà. Et je demanderai à Catherine après de nous faire le lien entre les politiques durables bottom-up classiques qui avancent, contrairement au top-down plutôt du début. Voilà. Est-ce que, Julien, je peux vous passer la parole? Voilà, il est 11h20 précisément. Bah, avec grand plaisir, Patrick. Merci beaucoup pour cette invitation et merci pour l'introduction parce que c'est toujours un bonheur de vous écouter synthétiser les tendances du moment et ça apporte beaucoup, enfin une aide précieuse, j'imagine, pour les près de 300 personnes qui nous écoutent, et en tout cas pour moi, et merci beaucoup de cette panel. En introduction, enfin pas en introduction, mais puisque vous m'avez proposé de réagir ou de compléter déjà cette première partie, je dirais rapidement en quelques mots. Je rajouterai quelques éléments Oui, qui me paraissent essentiels dans les tendances ou les perspectives actuelles. Le premier qui me semble important, c'est, vous savez qu'il y a des regroupements autour du net zéro par secteur, notamment le secteur financier. Et il y a un regroupement qui s'appelle la Net Zero Banking Alliance, oui, NZBA, et où il y a des questionnements d'acteurs américains. Les banques américaines sont en train certainement de renoncer, oui, oui, de sortir de cette alliance parce qu'elles se rendent compte en réalité de ce pourquoi elles ont signé. Dans ces engagements net zéro, beaucoup d'entreprises ont signé sans réfléchir, disait Coluche. J'ai demandé aux autres, ils ont fait pareil, disait-il. Là, il y a un peu de ça et certains acteurs se rendent compte que les engagements net zéro, en fait, c'est du lourd, c'est de la vraie transformation derrière, ça va être très très compliqué et que l'équation avec leurs exigences économiques va être extrêmement compliquée et qu'il faut peut-être renoncer à certains engagements. Donc il y a cet effet là, alors c'est pas le plus positif, mais je trouve que c'est à suivre parce que forcément oui. On en a l'impact des parlé. banques va être clair. Alors, je sais pas, vous avez peut-être parlé avant et Non, non, donc mais c'est très important. Oui, ça me semble essentiel. Alors, à mettre en relation avec un article qui est sorti il y a quelques jours dans l'Express que j'ai trouvé formidable et j'ai pensé à vous tout de suite parce que vous le dites depuis 20 ans. Philippe Brassac, le DG de Crédit oui. Agricole, avec un titre qui est les entreprises doivent jouer un rôle politique. Et donc, c'est intéressant de le mettre au regard de Mm, ce mm. retour des banques américaines et de ce, au contraire, en France, une affirmation du rôle des banques, non plus comme acteurs neutres finançant l'économie telle qu'elle est, mais devant influencer la structuration de l'économie vers une économie plus durable. Ce qui n'était pas forcément gagné, et on voit qu'il y a un changement de philosophie. Je vous encourage à lire l'article enfin l'interview de Philippe Brassac. Et puis peut-être un autre point, moi, qui m'interroge, et on en reparlera peut-être, et vous en avez certainement parlé dans d'autres rendez-vous, mais moi, je sens l'impatience accrue des parties prenantes, en tout cas d'une partie des parties prenantes les plus engagées sur le climat, et qui, à mon sens, est source de tensions croissantes à venir. Oui, Moi, je suis un peu inquiet de ce que ça va donner. Les AG, on voit, se tendent sur ces sujets. Le débat n'est pas neutre qu'il y a eu dans l'été sur les jets des présidents et la cohérence entre les discours des entreprises et des pratiques individuelles des PDG, c'est pas neutre. Et puis, bien évidemment, la dynamique des jeunes diplômés et des mm, discours de remise de diplôme. Mais ça, c'est quand même un terreau de tensions qui peuvent être plus constructives et intéressantes par moment. Parfois, moi, je pense que ça va se durcir. Et avec ça, les remises en cause, éventuellement, des discours et des pratiques d'entreprise qui seraient jugées insuffisantes. Donc ça va se tendre sur notamment le sujet du climat. Et je pense que les entreprises doivent se préparer à une tension accrue au-delà de toutes les autres par rapport à leur politique climat. Alors je vais revenir sur la question, essayer de répondre à la question que vous me posez, alors très modestement avec ce que je peux voir et ce qu'on peut suivre. Je commencerai par un point d'actualité pour répondre à vos questions. Je ne vais pas forcément répondre dans l'ordre là qu'elles sont posées, mais peut-être un point d'actualité rapide sur CSRD, ESRS et puis nos pratiques, notre étude MEDEF qui est sortie effectivement il y a quelques jours. CSRD, ça avance. On est là dans un panel, je comprends, de gens qui suivent ça de près, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le texte
l'accord politique, il est trouvé, hein, il est arrêté, le texte, il est connu, sauf qu'il n'est pas encore écrit. Donc, il est connu, mais pas le texte réel. Moi, je me méfie tout le temps, avant d'avoir le texte écrit, publié au JO, qu'il n'y ait pas de surprise. Mais enfin, a priori, politiquement, il n'y en aura pas, du moins au niveau de la CSRD. On a résolu les sujets des filiales, exemptées ou pas. On a résolu le sujet des entreprises non européennes en le repoussant à de nombreuses années parce que finalement, on n'avait pas la réponse. En tout cas, c'est mon interprétation. Le Parlement a réaffirmé l'enjeu, et les pouvoirs publics européens, l'enjeu quand même de certes faire un projet européen autonome et incarner une voie, la vision européenne d'une entreprise durable, mais quand même en étant lié et en cohérence avec ce qui se fait au niveau international, notamment l'ISSB des IFRS. Et puis, la question, il y a eu un débat de dernière minute sur la vérification et qui devait vérifier, ça a été aussi réglé, donc le texte avance. Je crois que ce qu'on peut retenir de la CSRD, pour moi, c'est quand même un changement de finalité. Là, ça répond un peu à votre question. Ce que je comprends de ce texte, en attendant bien sûr le texte définitif et sa traduction dans toutes les langues, hein, c'est ça qui prend un peu de retard et qui fait qu'il sera sorti en novembre, c'est quand même, il y a un changement de finalité qu'il faut avoir en tête. On n'est plus dans un reporting où il s'agit de donner des infos sur un certain nombre de thématiques, mais où il va s'agir de rendre compte de la démarche de progrès de l'entreprise beaucoup plus nettement et de son alignement avec les politiques publiques, notamment en matière de climat, puisqu'il s'agit bien de présenter une trajectoire d'alignement avec l'accord de Paris, d'expliquer en quoi on est cohérent avec les ressources planétaires sur les aspects biodiversité. Donc on a cette logique et cette finalité qui change radicalement et qui fait que ça va encourager un reporting plus exigeant et d'une nouvelle génération. Alors, ça ne veut pas dire que, je reviendrai, que les entreprises françaises ne sont pas prêtes parce qu'un certain nombre ont déjà mis le pas dans cette direction. Il y a une question dans le chat sur les sujets filiales réglés. Juste, alors je le précise, il y avait au début un débat entre Parlement et Commission sur est-ce qu'il faut, quand une entreprise a plein de filiales, est-ce que c'est que la mère qui reporte sur l'ensemble de ses entités consolidées, et il y a donc un rapport de durabilité consolidé, ou est-ce qu'il faut que chaque entité dépassant les seuils reporte, ce qui est donc un niveau de transparence et de complexité accru, mais pour une valeur ajoutée qu'on pouvait questionner. Et puis par ailleurs, il y a une prise de conscience que dans les filiales, il y a des sociétés cotées. Donc si on veut mettre en place un marché qui intègre des critères ESG pour réallouer les capitaux vers des activités durables, si les sociétés cotées, et en France, la plupart des sociétés cotées ont une holding familiale, donc ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas eu d'information de rapport développement durable obligatoire ou de durabilité obligatoire au niveau d'un grand nombre de sociétés cotées en réalité. Donc ça posait un problème. Donc ce qui a été décidé, c'est que les filiales sont exonérées à partir du moment où la société mère reporte et intègre leurs données de manière consolidée, sauf les filiales cotées. Qui doivent rapporter parce qu'elles ont un public et des actionnaires spécifiques. Voilà, donc c'est en ça que c'est réglé pour répondre à votre question. Alors, ça veut bien dire, Julien, que quand même, toute la réglementation, elle est quand même pro-investisseur. Je dis ça pour venir au secours des autres parties prenantes qui s'estiment un peu lésées dans le processus de transparence. Bon, voilà. Oui, il y a vous avez raison dans le sens où fondamental. de toute façon, la vocation, enfin l'axe politique de l'Europe, si je l'ai bien compris, c'est bien réallouer les capitaux vers les activités durables. C'est l'agenda de finances durables. D'où la taxonomie, d'où le reporting ESG. Donc, c'est la vocation. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être utile à d'autres parties prenantes et qu'il n'y a pas cette notion d'intérêt pour les autres parties prenantes, de double matérialité, etc. Donc, on est quand même... Il ne faut pas être radical non plus dans cette analyse, parce que, et quand on regarde l'établissement, et je passe là aux ESRS, donc aux normes qui vont être mises en place, on a des dispositifs multiparties prenantes où moi je suis témoin puisque j'ai participé à certains groupes de travail, notamment à l'autorité des normes comptables au niveau français. Il y a toutes les parties prenantes qui s'expriment et même quelque part, j'ai envie de dire peut-être une représentation des entreprises, peut-être statistiquement, alors je ne sais pas quelle est la bonne représentation quand on a des parties prenantes autour de la table, mais finalement, pas les plus, les plus représentés en nombre de sièges, quelque part. Ouais.
Oui. Il y a bien évidemment et très logiquement les ONG, les syndicats, les ONG de chaque catégorie de sujet, des investisseurs, mais il y a plusieurs formes d'investisseurs, tous n'ont pas la même attente. Il y a des investisseurs finalement très engagés et les retours sont plutôt que je trouve que ceux qui sont les plus demandeurs et exigeants sur les normes de reporting sont plutôt les investisseurs qui sont engagés fortement dans l'intégration ESG et l'ISR, qui sont assez demandeurs d'un grand niveau de transparence. Donc finalement, ça tire l'information pour les autres parties prenantes aussi. Voilà, bon, juste pour ce point. Sur les ESRS, en un mot, effectivement, vous l'avez dit en introduction, ça a fait peur. Hein, les 13, je ne sais pas si certains d'entre vous les ont lus dans leur globalité ou même parcourus, mais alors les 13 premières normes des ESRS mis sur la table pour discussion cet été, la consultation a pris fin le 8 août, ça faisait peur, objectivement. Je ne sais pas si c'était fait pour, mais c'était très exigeant, avec beaucoup de... Voilà, je comprends qu'il y a un travail de fond qui est fait maintenant au niveau des ES de l'EFRAG pour simplifier sans en enlever la substance et la qualité hein, et l'exigence qui est attendue. Simplifier ne veut pas dire retour en arrière voilà, c'est plutôt rendre plus efficace. Plus pertinent au regard de ce qui est possible de faire à plus court terme et éventuellement renvoyer des sujets à plus long terme. Il y a eu tout un débat absolument incompréhensible sur est-ce qu'on a une logique de rebuttable presumption et comment on traite ces sujets, comment on documente ces sujets de la double matérialité. J'ai l'impression qu'il y a une volonté, si je comprends bien l'analyse des retours qu'il y a eu, plus des travaux en cours, de simplifier cette approche et de remettre la question de la matérialité, de la preuve de la matérialité aux mains de l'entreprise, comme d'ailleurs elle le fait aujourd'hui. Notre étude du MEDEF dit sur les 100 grands groupes français, 90 ont une matrice de matérialité dans une logique de double matérialité. Donc il y a une culture qui est déjà bien établie là-dessus. Redonner à l'entreprise la responsabilité de définir ce qu'elle juge matériel, bien évidemment, éventuellement avec de la guidance, des initiatives sectorielles pour enrichir ou s'assurer de choses importantes, et puis certainement un socle d'information systématiquement obligatoire, quelles que soient les activités des entreprises. On peut penser bien sûr au sujet de gouvernance de l'intégration enfin, de l'ESG dans sa transversalité, et éventuellement des sujets climat ou des sujets qui ne sont pas spécifiques à chaque secteur. On est toujours donc pour moi dans des normes ambitieuses, mais il y a ce travail. Alors je l'attends comme vous, on verra ce à quoi ça aboutit. Mais moi j'ai l'espoir quand même que de ces 13 normes qui étaient un peu complexes à appréhender et qui pouvaient effectivement effrayer ou questionner sur est-ce qu'on ne rentre pas dans une usine à gaz et est-ce qu'on est vraiment efficace, on peut espérer qu'on arrivera à quelque chose d'ambitieux. Personnellement, je pense qu'il y a toujours un débat. Est-ce que ce sont des normes principle-based ou rule-based? Donc, dans quel niveau de précision et d'exigence ces normes doivent être formulées? Et là, on est un peu entre les deux sur certains aspects, et on verra comment finalement ça atterrit. Vous trouvez qu'il y a une vraie avancée par rapport à la GRI entre nous, Julien? Alors, entre nous, puisqu'on n'est pas nombreux, on est que 300, moi, j'ai une petite... Alors, il y a cette ambition de la CSRD qui fait qu'on va passer à un stade un peu plus fort, et je vais y revenir. Il y a quand même un petit risque de pchit, si je peux me permettre, que ça fasse un peu pchit, quoi. Parce que notamment pour les entreprises françaises qui ont eu des PEF, et avant ça, Grenelle 2, NRE, qui se sont structurées, bon, alors vous allez me dire, toutes les entreprises qui vont être CSRD n'ont pas été enfin, ça va concerner un bien plus grand nombre d'entreprises, donc ça va embarquer plus de monde. Mais les entreprises déjà impliquées en France, et globalement, on a quand même un bon niveau de maturité, je pense, par rapport au reste de l'Europe, il y a quand même un petit risque que ça va suite. Moi, quand je lis la norme ESRS S1, donc social 1, qui dit que pour les effectifs, il faut reporter les effectifs soit en ETP, soit en personne physique, soit au 31-12, enfin en fin d'exercice, soit en moyenne sur l'année, bon, ce n'était pas utile de faire une norme. C'est-à-dire, soit une norme, elle nous dit comment on calcule précisément, c'est 31-12 en ETP, par exemple,
soit elle dit faut juste parler des effectifs et on n'a pas besoin d'une norme. Chacun fait ce qu'il veut et donc reporte ses effectifs comme il veut et ce ne sera pas plus comparable qu'avant. Là, aujourd'hui, en fait, donc, c'est là où moi, je pousse un peu pour que les normes soient un peu plus précises parce que sinon, on n'atteindra pas cette obligation Pour les comparaisons, surtout, de et puis pour les comparaison, enfin de cet ouais, objectif, pardon, l'objectif de comparaison, de comparaison. Et comparabilité. donc, si c'est donc en ce sens, si ça reste un peu comme ça sur certains sujets, ouais, ça va faire un peu pchit. Objectivement, je ne suis pas sûr que ça apporte beaucoup. Après, il faut voir ce dispositif comme un dispositif progressif dans le temps. Et finalement, c'est pas plus mal que ça commence avec un système des premières briques et que les choses se précisent et évoluent dans le temps. Les normes SRS n'ont pas vocation à être figées pour les 40 prochaines années. Elles vont, sur chacun des domaines, Ouais, évoluer. évoluer. On verra la gouvernance qui est en place et quel rythme et quel fonctionnement. Mais donc c'est comme ça qu'il faut le prendre également, certainement dans une logique d'évolution. Très bien. Si je reviens, j'ai encore quelques Oui, minutes. 3, 4, 5 minutes sur l'étude. Oui, sur l'étude, bon, ce qu'on dit, c'est un peu ce que je viens de dire là, c'est-à-dire que les objets. Alors, l'étude, nous, du MEDEF, qui est donc, que vous pouvez trouver sur le site du MEDEF, c'est la 4e année qu'on fait le bilan du reporting ESG des entreprises françaises. On prend un panel de 100 grandes entreprises. Alors, c'est important, c'est 100 grandes entreprises. Donc, les conclusions ne portent que sur ce panel-là. Et il faut avoir en tête que ce n'est pas la vie économique de toutes les sociétés françaises, et notamment toutes celles qui vont arriver sur CSRD, les plus de 250 salariés, qui sont parfois très, très loin de ces pratiques-là. Mais Donc, et les globalement, SAS. Et les et SAS, les SAS, qui a priori devraient bien sûr être concernés, en tout cas, c'est notre lecture. J'oublie un point important sur la CSRD. On va avoir beaucoup d'enjeux dans la transposition française de la CSRD. eh oui. Le débat va être quand même là. Et là, on peut avoir quelques craintes, notamment, est-ce que la CSRD va nous rajouter une couche de millefeuille avec tout ce qu'il y a dessous et des choses qui perdurent de Grenelle 2, des débats parlementaires divers sur le fait qu'il faut parler des activités culturelles et sportives, du gaspillage alimentaire, etc. Enfin, toute la liste de thèmes qu'il faut absolument aborder dans la DPEF, ou est-ce que ça écrase complètement la DPEF et ça la remplace purement et simplement, mais je ne suis pas certain que juridiquement ce soit possible, donc j'ai des petites zones d'inquiétude. Donc on verra, il y aura vraiment un truc à suivre de près, c'est la transposition française de la CSRD, mais l'idée et l'esprit, c'est qu'on ait le même texte partout en Europe. Donc si on commence à avoir trop de spécificités françaises, ça va être compliqué. On va voir ce que ça va donner. Je ferme ce point qui est à suivre pour les années à venir, enfin les mois à venir. Oui. Donc les boîtes françaises, elles sont en avance, à mon sens, au niveau européen. D'abord, on a déjà les informations dans le rapport de gestion avec la DPEF. C'est pas rien en termes de rapidité du reporting, de maturité du reporting et de son contrôle par le conseil d'administration. Il y a une vérification obligatoire qui a quand même permis de mettre en place, de formaliser des procédures et une culture du contrôle un peu plus forte que dans d'autres pays. Donc, je pense qu'on a une petite avance. Et quand on regarde les thèmes couverts dans les reporting ESG et DPEF des entreprises françaises, c'est assez large, complet par rapport aux attentes de la CSRD et du contenu qu'on peut déjà préidentifier des ESRS. Donc, je ne pense pas que ce soit un gap trop difficile pour les entreprises qui sont actuellement dans les plus matures ou qui ont une culture du reporting assez forte. Cependant, il y a ce changement radical d'approche qui n'est plus juste de rendre compte sur ces flux, consommation d'énergie, etc., ni même sur sa démarche de progrès qu'on a nous-mêmes définie, mais c'est d'aller plus loin quand même sur les impacts positifs et négatifs et sur l'alignement que j'évoquais avec les politiques publiques, notamment en matière de climat. Là, à mon sens, il y a quand même une évolution extrêmement forte et un enjeu majeur et une difficulté majeure. Mais quand on regarde les pratiques des entreprises actuelles, notamment ces 100 plus grandes, elles ont commencé à mettre le pas, elles suivent SBTI, elles sont mises dans les pas de TCFD en matière de transparence, et il y a des travaux de fond actuels. Là, on peut témoigner, ceux qui sont en ligne ou moi comme aussi consultant, le fait que les entreprises travaillent sur leur scénario, travaillent sur leur plan de transition, voient d'ailleurs les difficultés et mettent en place des stratégies climat ambitieuses.
à un rythme qui est peut-être insuffisant pour certaines parties prenantes, mais on ne peut pas nier qu'elles ne sont pas impliquées là-dedans. Donc je pense que dans 2 ans, quand il faudra rendre compte de ces projets, ces plans de transformation ou de transition, un grand nombre d'entre elles, en tout cas les plus matures, seront prêtes. Pour les autres, ça va être dur. Et là, je pense qu'il y a une marche très très grande et je pense qu'on a un défi, c'est d'accompagner toutes les entreprises moins matures à un niveau d'exigence de ces entreprises leaders. C'était d'ailleurs le but un peu de notre étude avec le MEDEF, c'était aussi de donner des exemples et de donner envie aux entreprises un peu moins matures de se mettre au niveau de ces grandes qui sont un peu plus leaders que les autres. Je passe pour conclure sur les tendances. Je crois que j'arrive à la fin de mon temps et pour répondre à votre question, pour moi, il y a quand même 3 grandes tendances. La première, c'est cette évolution de l'attente du reporting. Pour répondre à votre question, arrêter peut-être de donner plein d'infos sur tout ce qu'on fait, sur tous ces sujets, avec un reporting un peu de flux, dont on se demande finalement qui s'intéresse, à un reporting qui va beaucoup plus mesurer la performance, le suivi d'une démarche dans le temps, le suivi des objectifs à moyen terme, où on en est de la réalisation de l'avancement, notamment des plans de transition, avec cette idée de mieux mesurer les impacts positifs et négatifs vis-à-vis des limites planétaires, vis-à-vis des ODD, vis-à-vis de la trajectoire de climat et de cette ambition net zéro. Donc c'est beaucoup plus contraignant parce que les objectifs ne peuvent plus être définis finalement par l'entreprise elle seule, mais c'est presque des objectifs externes, de contraintes externes extrêmement fortes dans lesquelles il faut s'inscrire et prouver qu'on va dans ce On y sens. est. Ouais. Et Est-ce ça, c'est que plus difficile à montrer. Voilà, je pense que ouais. alors, il y a un autre point qui me paraît important d'évolution qu'on constate en un mot, c'est l'intégration de critères ESG dans les financements, la rémunération des dirigeants, Oui. et donc des critères ESG qui deviennent des leviers d'impact financier, d'où le sujet aussi d'impact sur les comptes de ces transitions et de ces risques environnementaux et sociaux, notamment climat, la taxonomie avec des ratios financiers liés au développement durable, tout ça fait qu'il y a un rôle accru en interne dans Voilà. les entreprises des fonctions financières. Et là, on voit ces 12 derniers mois une prise en charge très très forte, une montée en puissance très très forte des directions financières Bien dans sûr, les bien sûr. organisations pour répondre aux défis de la data ESG, que je ne vais pas développer là, mais qui sont assez, qui restent quand même importants si on veut une information ESG non plus ex Bon. post, mais qui nous permet de piloter une performance et de suivre une trajectoire. Ouais, je me Merci. tais là, je suis un peu en retard, désolé, Non, mais non, 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 mais c'est merci de ce surtout, panorama sur le chantier en pour Catherine. cours. Julien, merci de ce panorama. Simplement, en réponse très très courte, je voudrais synthétiser, mais être sûr qu'on est bien d'accord là-dessus, parce que ça me paraît très très fondamental. En fait, on voit bien à travers ce qui se passe, que vous avez bien expliqué, que la RSE a changé de nature. Des pratiques volontaires que les uns et les autres faisaient, là, on est passé à l'alignement, vous l'avez dit, à des agendas publics. Et la RSE devient la capacité à prouver qu'on est bien en ligne avec les agendas publics. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette mutation même de la nature de l'acte de responsabilité? Oui, tout à fait. Je pense que c'est l'esprit. C'est pour ça d'ailleurs qu'il peut y avoir une divergence de vision de Voilà, ce qu'il faut dans le reporting entre une vision européenne qui s'inscrit dans cette alignement, oui. démarche et une version Américaine, oui. internationale Oui. qui se fait sans tête politique finalement ou sans vision C'est politique. ça. Donc de fait, il y a moins de... Alors, c'est pas tout à fait vrai parce qu'une grande partie quand même, notamment sur le climat, s'aligne sur l'accord de Paris ou se réfère à l'accord de Paris, mais il y a certainement ça. Ouais. En tout cas, en partie, c'est pas vrai sur tout le reporting ESG, mais en partie. Merci beaucoup, Julien. Alors maintenant, le lien est facile à faire, Catherine, avec qu'en pensent les salariés, comment les salariés de nos entreprises rentrent aussi et jouent un rôle dans ces démarches de manière très différente selon les situations. Vous avez une expertise et une expérience là-dessus en tant qu'ancienne directrice développement durable dans ce domaine et vous avez participé au rapport des MER 21 sur les collectifs salariés. Et toujours, je vous ai toujours connu très, très attaché
à intéresser les salariés à ces politiques. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus, Catherine, si vous pouvez embrayer sur ces évolutions. Et merci encore d'être là. Merci à vous, Patrick. Effectivement, alors je vais d'abord me saisir d'une petite perche que vous m'avez tendue tout à l'heure concernant TF1 M6 et la fusion ratée. Alors, ce n'est pas tant à ce sujet-là que je me suis intéressée qu'au fait que les rédactions ont annoncé qu'elles allaient raconter l'histoire autrement. Et vous allez voir, ça va vite nous ramener à nos sujets internes en entreprise. En fait, former les journalistes, désiloter la question de l'environnement, se pencher sur l'injonction contradictoire assez terrible qu'on envoie aux citoyens entre le journal et l'écran de publicité, moi, ça me semble absolument essentiel et c'est ça qui est en train de bouger en ce moment à TF1 comme dans d'autres médias. Et j'avoue que je me suis plus intéressée à ce sujet-là qu'à l'autre. Oui. Parce que nos salariés en entreprise, c'est des citoyens qui s'informent par les médias. Et cette notion de changement de la nature du récit qu'on doit leur faire, c'est vraiment, me semble-t-il, fondamental. Donc, voilà, au passage, mais vous en aviez déjà parlé dans le webinaire précédent, donc je ne développe pas plus. Alors, je reviens au rapport, en effet. D'abord, je ne suis pas du tout l'auteur du rapport, j'ai contribué simplement à sa relecture. C'est 20 membres de l'association MR21 qui ont fait un beau travail collectif pour le produire. Et MR21, donc effectivement, c'est l'émanation des masterclass d'École Earn. Dans le vivier, c'est ses alumni, mais tout professionnel est bienvenu dans l'association. Hein. Le centre, c'est l'intérêt pour les questions de durabilité et de transformation des entreprises. Donc, cette année, puisque nous nous penchons librement sur les thèmes qui nous intéressent, nous avons choisi de nous pencher sur ce thème des collectifs salariés qui se sont multipliés dans les 3 dernières années avec une idée en tête qui est de changer les entreprises de l'intérieur, avec tout de même une volonté très affirmée. J'ai retenu les mots de Eva Comble, qui représente ces collectifs et qui était là lors de notre forum la semaine dernière. Le salariat doit devenir une nouvelle voie d'engagement, et ils le vivent en tout cas comme un engagement équivalent à celui qu'on peut avoir dans les associations ou dans les syndicats. Donc ça ouvre quand même un potentiel d'action et de transformation dans les entreprises, il faut dire, considérable. Alors, dans les travaux qu'on a faits dans les années précédentes, ce n'est pas la première fois qu'on se penche sur l'appropriation de la démarche RSE par les collaborateurs. Nous avions écrit l'année dernière un guide pour décrypter la DPEF, pour la rendre plus lisible pour les collaborateurs. Mais en fait, je me rends compte a posteriori, c'était un peu naïf et très top-down, en fait, l'idée de partager toute la stratégie parce qu'elle serait mieux opérationnalisée après. Ces collectifs-là, mais ce n'est pas du tout leur approche. Eux, ils se créent, ils agissent, puis après, éventuellement, ils vont aller voir la stratégie. Donc, cette fois-ci, on a actualisé un peu notre regard en faisant ce travail. Alors, dans le temps qui m'est imparti, donc je vais évoquer le contexte dans lequel arrivent ces collectifs, parce que ce n'est pas les seuls acteurs de l'appropriation de la stratégie par les salariés, il y en a d'autres. Je vais évoquer leur fonctionnement, qui est très novateur, qui me semble vraiment, vraiment intéressant. Et puis insister sur ce qui est important, c'est comment toutes ces forces s'additionnent en ce moment et comment est-ce qu'on n'arrive pas à une annulation, voire à des rivalités qui seraient peu intéressantes. Oui, versus les partenaires sociaux. Bah oui, bien sûr, voilà. Et puis je développerai ce thème qui m'est cher ensuite du rapprochement qu'on doit opérer. Ça me semble être une clé tout cela entre les directions RSE et les directions des ressources humaines. Julien évoquait à l'instant la manière dont les acteurs de la finance se saisissent de ce thème. Moi, je suis sûre aussi, et je ne suis pas la seule à le dire, que les acteurs des directions des ressources humaines doivent aussi s'en emparer. Alors, donc, le contexte, émergence à partir de 2018, je crois, on a vu le printemps écologique arriver, donc les étudiants des grandes écoles, encore à l'extérieur des murs des entreprises, mais qui interpellent les directions sur l'ambition des stratégies climat. Et puis les alumni pour la planète, donc les cadres issus de ces écoles déjà en entreprise, et puis les premiers collectifs, et l'année du confinement a été l'occasion pour eux de les multiplier, puisque c'est une période où on s'est posé tous beaucoup de questions sur le sens de nos vies personnelles et professionnelles. Début 2021, ces collectifs se sont groupés en une métastructure qui s'appelle les collectifs, et ils seraient donc aujourd'hui présents dans 150 entreprises, et ça représenterait 10 000 salariés. On n'a pas des chiffres très précis, mais voilà. Donc, il faut faire avec désormais une force qui sait s'exprimer, qui sait avoir accès aux médias. Les collectifs ont publié une tribune dans les Échos le 15 avril 2021. Pendant ce temps-là, dans l'entreprise, nouvelle voie sur la question de l'environnement, ce sont les CSE que la loi climat et résilience a doté de nouveaux pouvoirs. Les CSE, les représentants du personnel et des syndicats,
peuvent s'exprimer sur l'impact environnemental des activités de l'entreprise, doivent intégrer la question de l'écologie dans les discussions sur la GPEC, sur l'évolution des compétences. Donc, tout d'un coup, cet acteur qui a une très forte légitimité, peut-être pas encore beaucoup de compétences sur le sujet environnement, mais une forte légitimité auprès de la direction, devient un acteur. Et puis, dans le même temps, on l'a tous remarqué, je viens de le rappeler à l'instant, les directions, enfin, se sont saisies de la question de la RSE. Ça rentre dans la gouvernance. Ça permet d'interpeller l'ensemble de l'entreprise. Quand on définit la raison d'être, on fait appel souvent, enfin, quand c'est bien fait en tout cas, à l'ensemble des salariés pour définir la vision. Et puis, on commence à parler de codétermination, on voit ce que pourraient faire les administrateurs salariés dans les conseils. Il y a encore relativement peu de choses. Est-ce qu'ils vont se saisir de ce sujet spécifiquement? Ce n'est pas certain, mais les prochains collaborateurs, oui. C'est les conseils socio-économiques dans les entreprises. Donc, les directions RSE, pendant ce temps-là, multiplient les efforts de sensibilisation des collaborateurs. On n'a jamais fait autant de fresques. Cédric Ringbach est en train de gagner son pari en ce moment sur le fait de former 1 million de personnes. Et puis, plusieurs directions deviennent des directions de l'engagement. Donc, on voit bien qu'on est à un stade où je pense que la boîte à outils est prête et maintenant, il faut la partager. Donc, tout ce jeu d'acteurs, c'est ça qui nous a intéressés. Comment est-ce qu'on additionne ces forces au pluriel avec un bilan globalement positif? Quelques mots sur le fonctionnement de ces collectifs. Donc, on les a interrogés. Il y a eu plus de 35 personnes interviewées. C'est assez fascinant, je dois dire, l'agilité avec laquelle ils agissent très rapidement. Donc, ils ont une capacité d'agrégation assez forte, une poignée de personnes, et puis 2 années plus tard, 600 à 700 membres dans les collectifs. Ce n'est pas tout à fait les premiers thèmes non plus dont se sont saisis les collaborateurs. Il y a des réseaux sur la mixité qui ont ouvert la voie en matière de cooptation, de prise de décision, de communication. Mais en tout cas, ils s'installent très rapidement. On ne connaît pas grand-chose de leur représentativité de l'entreprise, c'est vrai. Est-ce que c'est uniquement des cadres, des ingénieurs, des cols blancs versus cols bleus? Les collectifs nous disent qu'en tout cas, sur la question de l'intergénérationnalité, oui, ça fonctionne bien. Il y a des gens d'âge et d'ancienneté différents. Et surtout, le point important, comment se construit leur légitimité? Par l'action, en fait, par le fait d'engranger des résultats rapidement. Donc, le mot d'ordre, c'est agir de manière itérative, par des éco-gestes au début, mais j'imagine, avec une ambition croissante, aller de plus en plus vers des sujets plus ambitieux et vers la stratégie de l'entreprise. Et donc, la gouvernance de ces réseaux, là, à nouveau, il y a sûrement une grande diversité de situations, mais si on écoute Eva Comble, donc du réseau EDF, en fait, gouvernance totalement horizontale, pas de centralisation, la cohérence avec la charte ou le respect de la charte vaut acceptation du projet, donc voilà, on y va. On préfère demander pardon que de demander la permission, comme j'utilise sa formule. L'idée, c'est d'utiliser l'énergie générée dans le réseau, de n'en gaspiller aucune. Et voir l'entreprise comme un espace de liberté et de créativité, comme le voient ces collectifs-là, ça me semble quand même extrêmement rafraîchissant. Donc, c'est très agile. Et d'ailleurs, à EDF, le réseau est perçu pas comme un collectif d'experts, mais comme un objet d'intelligence collective qu'on peut aller solliciter et qui apporte quelque chose de vraiment nouveau. Ce qui nous amène du côté des directions, donc comment est-ce qu'elles voient ces collectifs? Alors, avec un petit temps de méfiance quand même, on peut s'en douter, c'est des collectifs qui ont des voix parfois pas très alignées avec la stratégie de l'entreprise. Donc, tant d'observations, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en tout cas, les collectifs, de leur côté, présentent leur action comme s'alignant avec la stratégie de l'entreprise en soutien de la direction RSE et surtout pas en objet de rivalité. D'ailleurs, ils enjoignent toutes les entreprises qui veulent monter des collectifs d'aligner les actions dans le sens de la raison d'être par souci de cohérence. Donc, au moins, dans l'esprit, c'est vraiment très, très constructif. Les directions elles-mêmes, elles voient bien qu'il y a une part de risque à ne rien faire, évidemment. Ce n'est pas le moment de démotiver, d'engranger des démissions. D'autre part, on voit bien que toute cette énergie, il faut réussir à la capitaliser. Et vous verrez dans le rapport donc, les premiers exemples de modalités de dialogue qui se mettent en place de façon assez créative, intéressante. Il n'y en a pas partout, mais ça vient. Je précise aussi que dans les exemples intéressants qui ont été présentés lors du forum, Suez, par exemple,
a un accès, le collectif de Suez a eu un accès très rapide à la direction et aux actionnaires même, puisqu'ils se sont aussi saisis de leur identité d'actionnaire en tant que salarié actionnaire pour présenter un projet d'entreprise à mission en AG, si j'ai bien compris. Donc, c'est aussi l'utilisation de toutes ces voies d'action qui commencent à être activées, qui existaient, mais qui n'étaient pas actives jusqu'à présent. Globalement, le constat, c'est quand même que le management est frileux, au moins pour accorder du temps et du budget, mais le cœur est bien là, il faut les prendre en compte. J'imagine mal, je ne vois pas comment la porte pourrait se refermer avec l'ensemble des étudiants qui vont arriver en entreprise maintenant et la nouvelle grille de lecture qu'ils ont du monde et des entreprises, franchement. Donc, pour moi, il y a là quelque chose qui est émergent et qui ne saurait se tarir et qui, au contraire, peut-être nous donne l'idée du collaborateur du futur qui a absolument besoin d'autonomie, de sens dans son travail et qui n'est plus tant une ressource humaine. Hein, ça, un jour, il va bien falloir changer ce verbatim-là. Ce n'est pas tant une ressource qu'une finalité que de conserver ce collaborateur, de lui donner du sens dans son travail et de faire en sorte, parce qu'il veut être co-constructeur du projet. Ce n'est pas une ressource au service d'un projet. Voilà ce que je voulais dire sans trop déborder moi-même. Extrêmement intéressant de se positionner par rapport à ce phénomène. Et merci Catherine d'avoir rappelé évidemment l'interrogation. Le réflexe ancien, c'est de se méfier. Le réflexe nouveau, c'est de canaliser les énergies dans le bon sens. Et il y a un savoir-faire des directions qui doivent être moins hiérarchiques ou moins patriarcales, comme on peut le dire, ce qui est une culture d'entreprise qui existe, pour arriver au contraire à être plus collaboratif. Donc là, on est pris même au jeu même de la RSE. On est pris au jeu. C'est un peu ça. Et c'est extrêmement intéressant. Donc, c'est un talent. Je pense que, Julien, vous avez une expérience là-dessus. Vous voulez dire un mot avant qu'on passe aux questions par rapport à votre remarque? D'abord, merci Catherine. J'ai écouté avec grande attention et je partage totalement tout ce qui vient dit. Et merci pour les travaux là, que je ne connaissais pas tous, mais que je vais regarder avec attention. Non, moi je suis aussi responsable d'équipe. J'ai 200 consultants sur les sujets développement durable. C'est des gens un peu militants, naturellement. On a besoin de leur. D'abord, quand on a des experts du climat, ils sont vite militants, sinon ils ne sont pas bons experts en général. Donc, si on est un peu bon expert en climat, c'est qu'on sait qu'il y a quand même un sujet et on a de l'ambition. Donc, nous, on veut attirer les meilleurs. Les meilleurs, ils ont des convictions, ils veulent être forces de transformation. Et donc, il faut que l'environnement qu'on propose chez Deloitte soit plus à l'ancienne ou propose une transformation. Et on a une jeune collaboratrice qui a fait un peu le buzz là, sur les réseaux parce qu'elle a, dans son discours de diplômée d'HEC, fait partie qui s'appelle Anne Fleurgol. Je vous recommande d'écouter son discours parce qu'il est d'une finesse rare. Elle est absolument brillante et elle, c'est une de nos collaboratrices consultantes énergie-climat. Et elle apporte beaucoup à l'équipe parce qu'elle a aussi montré que on pouvait changer le monde en étant chez Deloitte. Alors quand elle a un discours aussi engagé et qu'elle est chez Deloitte, je peux vous dire qu'il n'y a plus besoin de politique. La RH, on n'en a plus besoin, la com interne, on n'en a plus besoin, hein, parce qu'elle a fait le job pour eux. Et puis aussi un autre exemple, c'est on a un collectif Deloitte Forme Impact qui a été généré par des collaborateurs et au lieu de les considérer comme un syndicat interne qui viendrait challenger avec un... On a dit, c'est super, aidez-nous à... Moi, je suis dans le groupe de pilotage de la démarche RSE interne pour Deloitte. On dit, aidez-nous à trouver plein de solutions. Et ils arrivent chaque mois dans les comités avec toutes les possibilités, ce qu'on peut faire, des idées, et créer un collectif d'ambassadeurs RSE internes bien plus efficacement que si on l'avait généré par le top, en fait. Donc, c'est formidable. Alors, et Catherine, ce ne sont pas des femmes en partie ou pas? Alors, je n'ai pas de chiffres sur la perche, quand même. Pas forcément, je ne pense pas. C'est sûr que ça a un rapport, on sait bien, mais c'était encore des démarches top-down à l'époque, mais quand on a monté les premiers collectifs de salariés, on avait 90% de femmes, et moi, ça m'a toujours marqué la question de l'égalité et de l'arrivée des femmes en plus grand nombre dans les conseils d'administration ont amené la création des comités RSE. En tout cas, c'est toujours elles qui se sont saisies, qui se sont positionnées comme présidentes de ces comités. Je ne sais pas s'il y a des exceptions. La mixité, c'est sûrement installé maintenant. Mais la question du genre, à mon avis, a effectivement tout à faire avec les sujets qui nous intéressent. Du genre, des valeurs, de l'équilibre meilleur des valeurs. Bien sûr.
Alors, je vais laisser Arnaud Harman, président des Colonnes, animer le questionnement en reprenant la question que j'ai sur le chat du rapport aux partenaires sociaux, parce qu'évidemment, ça va stimuler un acteur qui était plutôt en retrait dans beaucoup de cas sur ces questions, que sont les partenaires sociaux. Catherine a rappelé leur mission dans la compétence dans les CSE. Il faut qu'ils s'en occupent. Mais Arnaud, est-ce que tu peux, à partir de ce questionnement sur cette affaire-là, distribuer un peu les questions à nos deux experts? Ben oui, écoutez, merci à tous les deux. Bonjour Julien, bonjour Catherine. Merci à vous deux pour vos présentations. Alors, j'ai recueilli quelques questions. Peut-être, je reviendrai aux questions pour Julien et j'ai vu que tu avais déjà rempli le chat avec certaines réponses. Mais je peux rebondir sur les toutes dernières questions posées par l'intervention de Catherine. Deux questions coup sur coup qui sont du même ordre. Quelle place ces collectifs laissent-ils aux IRP et aux instances syndicales? Alors, sur l'exemple précis de Suez, là aussi, ça m'a marqué. En fait, pour l'instant, les organisations syndicales manquent tout de même cruellement de formation sur ces questions, les représentants des salariés aussi. Donc, ils ont vu dans les collectifs un réseau d'experts, pour le coup, un vivier d'experts. Donc, la collaboration qui s'est installée entre légitimité d'une part et expertise sur les sujets climat, c'est finalement une collaboration avec beaucoup d'échanges. Et les collectifs ont été vus comme des apporteurs d'expertise. De manière plus générale, parce que je me suis beaucoup intéressée avec toi, Arnaud, puisqu'on a des demandes de formation en grand nombre de la part de ces acteurs-là, il y a des choses à faire voilà, sans qu'ils n'aient compris l'ambition, le potentiel et la nécessité de changer énormément de choses, y compris les emplois, parce qu'au bout de tout ça, la question quand même essentielle, c'est la question de la transformation des emplois là où elle est nécessaire et là où, bien sûr, le dialogue social est absolument majeur. Donc, c'est ça qui est en train de se mettre en route et c'est ça qui est pour moi l'essentiel. On a tout de même bloqué pendant très longtemps sur cette question de la protection de l'emploi dans le dialogue social qui passait avant tout et on va pouvoir enfin maintenant mettre sur la table l'essentiel, c'est-à-dire la prévision de transformation de tout cela. Donc, il y a peut-être des enjeux à court terme qui sont de négocier un plan sur la mobilité douce ou de faire aujourd'hui des négociations sur les plans d'économie d'énergie. C'est certain, il faut le faire. Mais pour moi, la thématique essentielle derrière, c'est tout de même l'emploi. Et je remarque quand même que ces collectifs-là, j'ai posé la question l'autre jour, je n'ai pas eu nécessairement de réponse là-dessus. Ces collectifs-là, ils se créent dans les entreprises où il y a des modèles économiques cohérents avec la transition écologique. Je n'ai pas vu aujourd'hui qu'ils se créent dans des endroits où les emplois sont particulièrement menacés. Oui. Alors, est-ce que c'est un sujet que les collectifs vont aborder ensuite dans leur développement? J'en sais rien. Mais en tout cas, rôle majeur absolument des syndicats, bien sûr. Merci Catherine. Alors, une autre question qui me permettra de faire la transition entre vous deux, parce que Catherine, je te laisserai répondre sur les généralités, puis peut-être Julien, tu pourras témoigner de la démarche propre à Deloitte, parce que tu nous disais qu'il y a un collectif aussi chez Deloitte. Donc la question qui est celle-ci, bon, c'est la personne disait qu'elle voyait les collectifs comme étant plutôt une bonne nouvelle, mais d'après vous, quelles sont les limites d'action ou au contraire les zones de mobilisation que peuvent apporter ces collectifs? Enfin, dans quel champ peuvent-ils rentrer opérationnellement? Ne pas rentrer. Ou ne pas rentrer. Alors, Julien, je ne sais pas si vous voulez… À quoi servent-ils? Alors, pour moi, c'est des accélérateurs prodigieux de la transition, hein. Si on trouve bien le moment du dialogue. Parce que, alors, pour avoir été dans cette fonction très longtemps, le côté top-down, on y est arrivé au bout, en fait. On a eu besoin de développer des stratégies, des normes, des approches techniques. Mais si on n'embarque pas les différents métiers de l'entreprise, on ne bougera pas. Donc, c'est cela qui freine aujourd'hui. Donc, moi, je considère ça, si on s'y prend bien, comme absolument majeur en termes de puissance d'évolution. On l'attend depuis longtemps, cet effet de seuil qui va emmener l'entreprise en débloquant tous les nœuds qui existent aujourd'hui. Alors peut-être que je rêve un peu, parce que moi, je suis comme Julien, j'adore la période actuelle, il se passe des choses extraordinaires qu'on a attendues pendant 15 ans avant. Donc peut-être qu'il va se passer au travers de la voie libérée de ces collectifs et dans le cadre d'une entente très intelligente avec les syndicats et la direction RSE, des choses qui ne se sont pas passées jusqu'à présent. Oui. Et je pense que ça peut libérer pas mal de faux obstacles. Je veux dire, on s'est fait une maison sur des trucs qu'il fallait freiner ou se méfier et aucune raison en réalité.
Et je voudrais ajouter quand même une chose qui m'importe aussi. Là, on parle d'une poignée de collaborateurs qui sont concernés par ces sujets dont on ne connaît pas vraiment encore le profil. Il faut penser à l'ensemble des collaborateurs qui ont peut-être aussi d'autres sujets et donc il va falloir aussi faire en sorte qu'ils s'expriment mieux. Et c'est là où, pour moi, cela fait le lien avec les politiques RH et notamment avec la qualité de vie au travail telle qu'elle est vue maintenant dans une vision moderne de sens au travail et d'autonomie au travail. Et je pense que si on les remet au centre, ces questions sociales, on va gagner beaucoup en représentativité de l'entreprise, en énergie des salariés, en prise en compte de l'ensemble des sujets à la fois sociaux et environnementaux. Et pour moi, ça serait un réel progrès, au-delà du fait de booster, comme on est en train de le faire, la question écologique, qui doit absolument avancer, bien sûr. Mais la question de l'inclusion, donc de la qualité de vie au travail, tout ça est lié, en fait. L'expression de la pluralité des points de vue dans l'entreprise par les diversités de parcours, de profils, si elle rentre vraiment dans l'entreprise, cette pluralité, alors on transitionnera aussi de manière sociale et écologique beaucoup plus intéressante. Non. Oui. Non, je vais laisser Julien peut-être témoigner de comment il perçoit le collectif chez Deloitte et quel rôle il lui voit jouer. Oui, Catherine a déjà dit beaucoup. J'ai juste peut-être dans le nôtre. Alors, je pense que les liens avec les syndicats, c'est très, très variable selon la culture, l'organisation de chaque entreprise. Et donc, je n'ai pas du tout d'idée arrêtée. Il y a peut-être des structures où les syndicats veulent être plus impliqués, d'autres où tout ça très bien qu'il y a un groupe spécifique qui les aide et qui les appuie, comme l'a dit Catherine, ou apporte de l'expertise. Je pense que chaque organisation est spécifique là-dessus. Et ce qui est certain, c'est que je ne crois pas ni dans comment on va définir les modes de travail de demain, ni comment on implique les collaborateurs sur nos sujets de transformation par le top-down. En fait, je pense que ça ne marchera pas ou ça ne sera pas à la hauteur des changements qu'on a à faire. Et la seule solution, c'est l'intelligence collective et puis ne pas avoir peur que les jeunes professionnels, alors nous on est assez pyramidal et les jeunes, enfin, et avec une pyramide où les gens qui arrivent sont plutôt jeunes parce que c'est une logique, je reste ou je sors, il y a des rentrées, des sorties à chaque niveau, mais enfin bon, il y a un côté aussi générationnel qui est lié au grade quelque part. Mais il y a tellement, ils ont tellement d'idées, de pistes. C'est plus l'enjeu des managers que nous sommes, c'est de canaliser, de rendre possible, de soutenir, d'expliquer quand c'est pas possible ou que c'est pas le bon moment, hein, parce que des projets de trucs internes à faire, on en a aussi des dizaines chaque jour. Donc, il faut aussi savoir dire non et encadrer un petit peu. C'est pas l'autogestion absolue, mais faire confiance et les mettre dans une situation où ils sont force de proposition, c'est formidable. Et quand en plus ils sont mobilisés, ils attirent des talents. Moi, mon expérience, je fais ça, je vais être purement cynique. Ce qui est super pour moi, c'est que moi, mon sujet, c'est d'avoir les meilleurs talents en sustainability de la place. Ils viennent parce que leurs copains y sont, et ils sont dans l'équipe et leur dit c'est super d'être dans l'équipe. C'est tout. C'est comme ça que je vais attirer le plus de gens. C'est ceux voire même des gens qui veulent travailler avec quelques-uns qui ont fait des choses assez exceptionnelles, des jeunes professionnels. Ils viennent pas pour travailler avec moi, hein, les jeunes professionnels en sustainability. Ils s'en foutent. Hein. Ils viennent travailler avec Anne Fleur que j'évoquais tout à l'heure parce que son discours a été hyper inspirant et qui sont d'HEC aussi, qui se disent ah bon, on peut faire ça chez Deloitte, mais alors si elle est chez Deloitte, moi j'ai envie d'y aller aussi. C'est ça qui va faire qu'on va attirer les meilleurs. Donc leur laisser des pistes de voilà. Donc nous on a plein de trucs. Là on a notre équipe faire une évaluation d'impact de nos missions. Donc, que pour chacune de nos missions, on a une évaluation d'impact. Est-ce qu'on a été vraiment suffisamment transformant lorsqu'on a fait notre mission? Est-ce qu'on est allé au bout? Est-ce qu'on a challengé au bout l'entreprise pour qu'elle change suffisamment compte tenu des défis? C'est formidable, ça va nous donner une grille de lecture. Après, on en discutera avec le client, on verra comment aller plus loin. Ça nous aura peut-être des pistes pour être meilleur, pour être plus impactant. C'est formidable. Il ne faut pas leur dire ah non, écoute, l'impact est gentil, on est là pour faire de l'argent. À faire tes slides. Si on dit ça, ça casse une dynamique. Voilà. Bon, je m'arrête là parce que c'est passionnant et je pourrais en passer des heures. C'est le sujet pour notre transformation à tous.
le plus stratégique. C'est comment on crée une dynamique qui donne envie de changer, qui donne envie de talent de s'investir, de donner le meilleur d'eux-mêmes, d'innover. C'est difficile à faire hein, parce que c'est toujours des équipes instables, mais c'est essentiel. Ouais. Merci Arnaud? Julien. Alors, je vais remonter le fil de questions, du coup, ça va donner un peu l'impression de passer du coq à l'âne et revenir sur des considérations plus terre à terre. Il y avait quelques questions sur ton intervention, Julien. Une première qui est assez vraiment pratico-pratique. Est-ce que tu peux nous rappeler brièvement les seuils d'application de la CSRD? Est-ce qu'ils se conjuguent les uns par rapport aux autres ou est-ce qu'ils sont distincts? Et le calendrier d'application de cette disposition européenne? Oui, les seuils. Alors, il y a des seuils de salariés, chiffre d'affaires et total bilan, qui sont les seuils de la définition d'une grande entreprise par l'Union européenne. On l'a dit, une directive dédiée dont je n'ai pas le nom. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est 250 salariés. Parce que quand vous êtes à 250 salariés, vous dépassez quasiment systématiquement les seuils bilan et chiffre d'affaires. Total bilan et chiffre d'affaires, donc soyons simples, 250 salariés, vous serez dedans. Ou alors, c'est D'accord. vraiment des cas. Bon. Ensuite, c'est plutôt la date d'application qu'ils ont fait un échéancier progressif selon si l'entreprise était déjà concernée par NFRD, donc était déjà une société cotée de plus de 500 personnes. Là, c'est l'exercice 2024. Pour les autres, c'est 2025. Alors, ce qu'on ne sait pas en France, on a une catégorie d'entreprises différentes, c'est qu'on est allé au-delà des NFRD dans la DPF. On a aussi des entreprises de plus de 500 personnes qui ne sont pas cotées, les SA pas cotées de plus de 500. Celles-là, on ne sait pas encore, et on verra dans la transposition française, si c'est dès 2024, parce qu'elles sont considérées comme ayant déjà reporté, donc prêtes, ou est-ce qu'on leur laisse quand même une année de plus, comme celles qui seraient des nouveaux entrants au reporting? Merci pour cette précision. Alors, une question un peu plus globale, c'est que tu parlais des seuils justement des petites entreprises, en tout cas 250. Comment, du point de vue du consultant et de l'auditeur des données extra-financières, tu vois l'appropriation de ce nouveau texte SRD par le monde de la PME et des entreprises de taille plus petite qui n'étaient pas concernées par la NFRD, justement? Ah ben là, moi, je pense que l'appropriation, elle est nulle. Je pense qu'ils ne sont même pas au courant. Voilà. J'ai des proches qui sont responsables d'entreprises de 200, 300 personnes, enfin, qui sont juste au-dessus des seuils, même en charge de la RSE, qui n'ont même pas lu le texte. Ils ne sont même pas au courant de ce qui leur arrive. Ça va leur faire bizarre. Julien, il faut rappeler que c'est un texte qui n'a pas de sanction. Hein, attention. Hein. Alors, ça a toujours joué un rôle. Hein. Alors, oui, il n'y a pas de sanction civile et pénale. Mais n'importe quelle personne morale peut agir en justice pour imposer que le reporting soit publié, comme toute information obligatoire. Donc, il peut y avoir, et sur des sujets, je disais tout à l'heure, ça se tend quand même, hein, les relations hein, sur nos sujets. C'est pas allez, c'est sympa, on fait tous du DD, c'est cool, c'est positif. Ça va créer, il y a des tensions derrière, sociales, environnementales, que Patrick vous expliquait parfaitement bien, et c'est pas simple. Donc, je suis pas sûr que on parlait des partenaires sociaux, que les partenaires sociaux soient très ravis de voir que leur entreprise ne publie rien sur des données sociales et d'ailleurs environnementales. Je suis pas sûr que voilà. Donc on peut penser quand même que ça va pas. On a un peu régressé sur ce terrain parce qu'à un moment, on a eu la vie obligatoire. À un moment en France, on avait eu la vie obligatoire du Conseil CES, devenu CSE. Et beaucoup d'entreprises le faisaient. Et aujourd'hui, si elles veulent le faire comme le faisait Catherine chez TF1, le présenter à ses salariés, c'était très bien. Si elle ne veut pas communiquer à l'intérieur, expliquer son truc, elle ne le fait pas. Alors, n'oubliez pas quand même que dans CSRD, il y a un rôle accru des organes de gouvernance et de la responsabilité des administrateurs. Oui. Donc, ça va, et là on voit aussi, et je vois aussi dans mes missions, là où lorsqu'on est par exemple vérificateur, on ne passait jamais devant un comité d'audit ou le comité en charge de ces sujets au sein du conseil d'administration, ça devient très fréquent et je pense que ce sera systématique. Donc, il y a une prise de conscience quand même des administrateurs qui se forment, qui sont aussi inquiets. Mais à condition qu'ils fassent
Ouais, à condition qu'ils fassent autre chose. J'en ai pas parlé parce que j'ai pas trouvé l'étude intéressante que par exemple celle de l'IFA en disant finalement il y a 3/4 des conseils qui aujourd'hui ont des comités RSE machin etc. S'ils font autre chose que se demander s'ils sont simplement en conformité. Oui, s'ils se posent des questions sur où va-t-on sur la trajectoire. Mais c'est pas tellement le rôle. Les conseils les gouvernances ont pas tellement investi beaucoup là-dessus. Oui, il y a un questionnement sur leur rôle. Moi, j'ai été cette année en restituant des travaux de vérificateurs à un conseil d'administration. Il y a une administratrice qui dit c'est très bien. Bon, alors, je leur disais que leur reporting était bien, était fiable, il y avait des pistes de progrès, il fallait qu'ils renforcent ceci, cela. Bon, OK. Et bien, c'est très bien, mais bon, c'est super, très intéressant. Mais qu'est-ce qu'on doit faire, nous? En fait, Oui. bon, voilà, bon, on vous a écouté, mais à part vous écouter nous dire bon, ce qui va pas, ce qu'il faut progresser, un peu perdu, je les sens parfois, Voilà. alors pas tous, hein, certains sont au contraire, il y a aussi parfois des niveaux de compétences qui se sont, notamment sur le climat, qui m'ont plutôt parfois marqué dans l'autre sens avec des gens très compétents. Mais donc il y a une diversité qui est naturelle, mais un peu quand même le sentiment qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils doivent faire en fait. Hein. Je pense qu'il y a un travail là à faire sur leur mission et concrètement qu'est-ce qu'ils doivent regarder, comment. Votre regard, Catherine, sur les conseils, vous les Sur avez les vus conseils aussi à l'œuvre. d'administration, Ouais. moi, alors, mon expérience, c'est que la voix des salariés porte peu, mais je sais que leur tâche est extrêmement compliquée, en fait. Ils ont une masse d'informations absolument énorme qu'on ne soupçonne pas à intégrer. Donc, je n'ai pas une vision pour l'instant d'une puissance d'agir énorme. Mais je compte aussi sur le renouvellement des profils parce qu'il y a là un potentiel néanmoins. Mais ce n'est pas mûr, me semble-t-il. Bon. Très bien. Alors, je reviens sur les questions. Donc, j'étais sur les PME au début, Julien. Alors, je fais le lien avec une autre question posée par l'un des participants, donc, qui constate en fait une forme de complexité dans les différentes exigences qui sont portées auprès des entreprises, qu'elles soient réglementaires, émanations de la société civile, des exigences sociales, etc. Donc, ça représente un millefeuille assez complexe à gérer pour les entreprises au regard des enjeux de développement durable. Et donc, cette première question, c'est comment on fait le tri, comment on choisit les priorités? Et deuxièmement, un peu par rebond, est-ce qu'un texte comme la CSRD n'est pas de nature à détourner l'attention et l'énergie sur un sujet de reporting qui n'est pas malgré tout fondamental au détriment de l'action? Ça, c'est le débat de fond. Ouais. C'est vrai que ça va prendre des ressources pour faire du reporting. Cependant, le reporting, quand même, comme on le voit, c'était déjà le cas avec la DPEF. Il y a souvent des clients qui disent moi je veux juste le reporting réglementaire. Alors qu'est-ce que c'est? Je dis réglementaire, c'est faire un reporting en fait pertinent. C'est de poser les vrais sujets. C'est ça que demande la réglementation. Elle est plutôt bien faite déjà dans la DPEF. Elle va se renforcer là-dessus. C'est d'avoir de se poser les bonnes questions, qu'est-ce qui est important pour l'entreprise, quels sont les vrais sujets qui comptent, et de restituer les démarches qui sont mises en place et des KPI pertinents sur les sujets qui comptent. C'est ça, être en conformité. Donc moi, je ne dissocie plus, déjà depuis la DPEF, mais ça va s'accélérer avec la CSRD, pertinence de la démarche et conformité du reporting. En fait, je pense que ça se rejoint, mais c'est peut-être que je suis un peu trop enthousiaste. Alors, ça n'empêche que, en tout cas, c'est l'esprit du texte. C'est clairement l'esprit du texte. Alors après, quand on dit que nos chaînes d'approvisionnement ont des impacts sociaux et que c'est important et que c'est matériel, là, on va devoir rendre compte sur ce qui se passe dans la chaîne d'approvisionnement sur les impacts sociaux de manière normée. Oui, mais si on juge que c'est important, ça veut dire qu'il faut le suivre de manière rigoureuse. Donc, je pense que ça va monter le degré de pression sur ce qu'il faut dire, mais surtout sur ce qu'il faut faire pour pouvoir le dire. Et je pense qu'en ça, que les obligations de reporting… D'ailleurs, vous voyez, la formulation, elle est très ambiguë. Parce que quand on regarde la CSRD, et les pouvoirs publics l'ont rappelé en boucle, tellement le texte est finalement ambigu. On verra le texte final, mais il faut un plan de transition comme la CSRD, il faut dire comment on applique les accords de Paris. Mais il n'est pas obligé. La subtilité, c'est que ce n'est pas obligé d'appliquer les accords de Paris. On a le droit de dire on s'en fout complètement, on émet des gaz à effet de serre et on n'est pas du tout aligné avec les accords de Paris. Par contre, il faut le dire.
Il n'y a aucune loi, la FEP l'a fait Il remarquer n'y a récemment. pas une loi de Une loi faire. qui oblige à l'alignement. Par contre, la façon dont le reporting est structuré, ça encourage quand même sérieusement à faire. Donc, je pense quand même que le reporting est un encouragement à faire, à aller plus loin, et en tout cas qu'il faut le prendre comme ça. Et le consensus est autour de là. D'accord. Arnaud, je te laisse aller vers la conclusion. Allez, alors, du coup, une question, là, je rebondis parce que je trouve que c'est intéressant, le lien entre l'esprit du reporting que tu rappelais, Julien, notamment en Europe avec la CSRD, et les agences de notation qui sont plutôt d'orientation anglo-saxonne de plus en plus. Est-ce qu'on va vers une convergence et comment sortir des listes à l'après-vert exigées par les agences de notation extra-financière? Voilà, si j'avais la réponse, j'aurais une solution et je serais très riche, je ne sais pas. Mais non, c'est la vraie difficulté, c'est que, et je vois dans le chat, il y a effectivement ce débat qui est tout à fait juste. Hein. Il y a effectivement ce qu'on se dit là sur les textes, l'esprit des textes, les attentes réglementaires qui finalement sont plutôt de bon sens et qu'on peut justifier en étant avec un reporting pertinent, simple, efficace. Et puis, il y a des tonnes d'informations précises qui viennent par les agences qui, elles, font leur argent en ayant le maximum d'infos sur l'entreprise qu'elles revendent. Donc, forcément, c'est l'inflation à l'information. Ensuite, il y a ça, mais il y a aussi, là, je pense que le vrai sujet, c'est de clarifier, de faire clarifier par les parties prenantes, mais le problème, c'est qu'elles n'ont pas toutes les mêmes attentes, les attentes précises. Mais le problème, c'est que vous allez avoir une ONG spécialisée dans un domaine particulier, elle va vouloir plein d'informations très précises sur le sujet qu'elle traite, et c'est légitime. Si on est sur la protection des oiseaux, on veut toute l'information sur l'impact de la protection des oiseaux de l'entreprise. C'est peut-être pas le sujet matériel pour l'entreprise. Mais si vous lui dites ça, elle est perturbée. Sauf si vous lui dites dans un collectif et qu'on se met d'accord collectivement pour dire dans quel cas c'est important, dans quel cas on le demande, dans quel cas on ne le demande pas. Et donc, je pense que cette décision du niveau, et donc tout le débat de la CSRD pour moi est là, et des ESRS sur toutes les normes, ça va être quel est le niveau de granularité. On a eu des débats à l'ANC cet été sur jusqu'où il faut aller, ne serait-ce que pour les effectifs, est-ce qu'il faut donner le détail par pays? Les gens qui ne connaissent pas trop disent bah oui, autant le mettre, on l'aura. Mais le détail par pays, quand on est un groupe qui est dans tous les pays, ça quand même oblige un listing d'informations, un détail par pays, expliquer où on est, qui on est. Alors effectivement, ça peut avoir une utilité pour une partie prenante, j'en doute pas. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Donc l'arbitrage des ESRS, ça va être aussi cette granularité, jusqu'où on va dans le détail et dans l'exigence de précision. Parfait. Je ne sais pas si Arnaud, tu veux qu'on conclue? L'heure est là, c'est oui, l'heure tourne. Voilà. Je te laisse peut-être. Alors oui, je vais donc remercier nos deux intervenants qui ont bien challengé l'actualité et on voit bien aujourd'hui, moi c'est ce que je retiens en finale et on en parlera entre nous, c'est que je pense qu'il faut s'attacher à l'esprit des textes, à la lettre évidemment autant que faire se peut, mais à l'esprit parce que en fait il s'agit bien de transformer, il s'agit bien d'avancer, il s'agit bien de réaliser des progrès, il s'agit bien d'entraîner, de co-construire et ça c'est quand même l'esprit des choses. Donc attention, on est content, on se flatte d'avoir des entreprises françaises qui sont en tête dans le classement EcoVadis, dans l'étude MEDEF, etc. Très bien, mais moi je pense que l'effort reste à porter sur vraiment la dynamique, pas forcément très facile à mesurer, de progrès avant tout. Et c'est quand même ça qu'il faut du conseil d'administration jusqu'aux salariés, en passant par tous les partenaires, qu'il faut arriver à mettre ensemble. Voilà. Donc, retenons ça et ça aidera à avoir des bateaux qui résisteront à des tempêtes et à des vents forts comme on a en ce moment. C'est pas facile, mais je pense que c'est une des clés pour affronter la tempête et le tangage. Ça sera ça, c'est d'avoir vraiment une capacité à manœuvrer tous ensemble de cette façon. Merci à vous tous. À bientôt le 10 novembre. Donc, on se retrouvera et on va essayer comme ça de suivre les choses et de partager ensemble, d'essayer d'améliorer voilà, notre capacité à comprendre le présent et à rentrer un peu dans le futur. Merci à vous tous. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir et merci de l'invitation. Merci, au revoir.